Ce navire est souvent considéré comme le premier cuirassé rapide de l'histoire. Il est aussi le premier super dreadnought imaginé par les Italiens. Aussi bien armé et mieux blindé que les rivaux anglais, il était aussi beaucoup plus rapide que ces derniers, même le Queen Elizabeth. La création d'un tel monstre aurait peut-être même changé le cours de l'histoire pour notre marine, qui aurait évidemment en réponse construit des navires équivalents, des navires aptes à faire face à l'allié anglais. Mais il n'en sera rien, car comme de nombreux cuirassés de cette période, sa construction ne sera jamais achevée à cause de la Grande Guerre. Amis fans de grands navires, ou simples curieux, je vous présente le Francesco Caracciolo. L'histoire du Francesco Caracciolo commence en 1913. Mais avant de parler du dernier cuirassé, il faut bien aborder ses ancêtres, et l'histoire des dreadnoughts italiens commence avec ce navire, le Dante Alighieri, dont la construction avait commencé en 1909, 4 ans après la sortie du HMS Dreadnought. Mais le cuirassé italien était déjà beaucoup plus moderne et possédait aussi quelques petites innovations, notamment ses tourelles triples, parmi les premières au monde, tandis que son armement était composé d'un imposant nombre de 12 canons de 305 mm, tous dans le même axe. Les Italiens partiront de ce design pour leurs deux prochaines classes de navires. La prochaine classe justement était celle des cuirassés Conte di Cavour, des navires qui peuvent être considérés, comme je l'ai dit, comme une sorte d'amélioration du navire précédent, en utilisant notamment un schéma beaucoup plus conventionnel avec deux tourelles à l'avant et deux à l'arrière, puis une autre au milieu, le tout composé d'un mix d'armement double et triple, nous donnant un total étrange de 13 canons de 305 mm. Cette classe de navire était une amélioration en termes de blindage, d'armement et de vitesse par rapport au Dante Alighieri, et était aussi considéré comme une réponse aux cuirassés français de classe courbée qu'ils surpassent dans presque tous les domaines. Malheureusement, même si lors de leur construction ces navires semblaient plutôt bien équilibrés, ils souffriront du même défaut que nos cuirassés, à savoir une construction plutôt lente par rapport aux marines rivales. Je reviendrai sur ce défaut dans quelques instants. La dernière classe de cuirassés italiens, finalisée avant la fin de la Première Guerre mondiale, était la classe Andrea Doria, aussi connue sous le nom de Duilio. Ces deux navires étaient une amélioration des Conte di Cavour, conçus, vous l'aurez deviné, en réponse à la classe Bretagne française alors en construction. Le navire était très similaire à son prédécesseur car les Italiens étaient plutôt satisfaits avec le design de ce dernier. Et c'est là que je vais en venir au défaut des navires italiens, leur construction était trop longue. Et même si le design semblait plutôt bon au départ, les navires, une fois construits, étaient déjà rendus obsolètes par les navires des autres flottes, notamment anglaises et allemandes, même si les japonais et les américains n'étaient pas non plus en reste. Mais pour les Italiens, ce défaut était peut-être un peu moins criant que pour les Français, car ces derniers, ne contrôlant que la Méditerranée, n'avaient que peu de chances de faire face à une grande flotte. Et si les Français, qui étaient les principaux rivaux de l'époque, ne construisaient pas de navires foncièrement supérieurs, alors les défauts des cuirassés italiens n'étaient pas si importants que ça. C'est en 1913 qu'un petit changement sera opéré pour la Regia Marina. Alors que tous les cuirassés mentionnés plus haut sont en construction, un nouveau chef allait être nommé à la tête de la marine, un certain Paolo Taone di Rivella. Un officier déjà très expérimenté mais qui était surtout très à jour au niveau des nouveaux moyens que pouvaient concevoir les marines pour toujours garder l'avantage. Je vous laisse avec un résumé de sa biographie à l'écran, n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause. Dans tous les cas, c'est cet homme qui sera l'instigateur de la création de la classe Francesco Caracciolo, comme on la connaît. Même si le travail sur un super cuirassé avait déjà débuté quelques années plus tôt. Les tensions étant de plus en plus vives en Europe et les flottes créant de plus en plus de navires tous aussi puissants les uns que les autres, ce dernier décida qu'il était temps de mettre les points sur les i et de montrer de quoi la Regia Marina était capable. Surtout qu'en 1913, la position de l'Italie dans une potentielle guerre était assez floue, mais Paolo di Revel était l'un des instigateurs principaux de l'entente italienne future avec les pays alliés, car il pensait qu'une flotte austro-italienne n'aurait aucune chance face à la Royal Navy et la Marine nationale combinée. Dans tous les cas, c'est dans un climat de tension que les études sur le nouveau cuirassé allaient débuter, alors même que le Dante Alighieri avait été mis en service la même année. La base pour le navire sera un design lié à une compétition récente entre différents chantiers qui voyait un navire équipé de 12 canons de 381 mm et 20 canons secondaires de 152 mm.
Très rapidement, des doutes sur la faisabilité d'un tel navire allaient naître et il sera décidé rapidement de passer à un design beaucoup plus conventionnel, toujours inspiré dans sa forme par les anciens cuirassés italiens, mais cette fois-ci armé de 8 canons de 381 mm et 12 canons secondaires de 152. Un résultat final très proche en termes d'armement de la classe Queen Elizabeth. L'autre avantage d'un design plus petit était que la protection pouvait aussi être améliorée. Finalement, la création de la classe n'allait pas prendre plus de temps que ça et ce dernier sera vite raffiné et la construction débutera en 1914. Le navire avait des statistiques générales extrêmement bonnes pour l'époque, d'où le fait qu'il est souvent vu comme le premier cuirassé rapide. Comme dit plus haut, son armement était composé de 8 canons de 381 mm. Sa propulsion devait être générée par des turbines et des chaudières pour une puissance totale de 105 000 chevaux, permettant au navire d'atteindre un inédit 28 nœuds. Improbable à l'époque pour un cuirassé. Niveau blindage, sa ceinture atteignait 300 mm, le pont 40, tandis que la passerelle de commandement était blindée à 400 mm, tout comme la face des tourelles. Enfin, les tourelles secondaires de 152 mm en casemate disposaient d'un blindage de 220 mm. En plus des canons de gros calibre, le navire disposait aussi de 8 canons de 102 mm et 12 affûts de 40 mm pour la défense anti-aérienne, le tout compensé par 8 tubes lance-torpilles, très commun sur les cuirassés de l'époque. Enfin, le navire devait disposer d'un rayon d'action de 15 000 km à 10 nœuds. Le cuirassé devait être manié par un équipage de 1400 hommes, son poids quant à lui avoisinait les 32 000 tonnes. A ce moment, nous ne savions pas quel nom allait être donné à ces navires, dont le dénominatif était pour le moment Grandi Amirali. Comme nous le savons, il sera donc décidé de nommer la classe de cuirassé Francesco Caracciolo, d'après un célèbre amiral napolitain qui avait servi les Anglais à la fin des années 1700, auquel la couronne, justement napolitaine, était fidèle. Une certaine rivalité s'installera entre lui et l'amiral Nelson, ce dernier jalousera les talents de Caracciolo pour la navigation, tandis que l'amiral napolitain méprisera l'emprise anglaise sur la couronne. Il finira par rejoindre la République de Naples, séduit par les idéaux révolutionnaires français, et à plusieurs reprises avec des unités pourtant bien inférieures à celles de ses adversaires, il mettra en déroute ces derniers. Malheureusement, les Bourbons reprendront le contrôle de Naples et il sera capturé en 1799. Il sera condamné à perpétuité pour trahison dans un procès faussé, sans avocat ni témoin, avant que finalement l'amiral Nelson lui-même ne décide injustement de l'exécuter par pendaison. Caracciolo demandera une exécution par fusillade, mais elle lui sera refusée, tout comme on lui interdira de voir un prêtre. Il ne sera même pas enterré et Nelson le pendra à un mât du navire La Minerva, avant que son corps ne tombe à l'eau. Toujours fidèle à sa patrie, ses derniers mots furent, selon certains, « Un traître, vous dites ? Eh bien, je suis prêt à mourir, mais j'ai bien peur d'être victime d'une injustice. » Les trois autres navires de la classe Francesco Caracciolo seront nommés respectivement Marcantonio Colonna, du nom d'un célèbre amiral du XVIe siècle, connu notamment pour son rôle dans la bataille de Lepanto, ou Lépante, qui sera une victoire décisive pour les forces chrétiennes face à l'expansion ottomane, qui perdront le très gros de leurs forces, pourtant supérieures en nombre. Le troisième navire de la classe portera le nom Cristoforo Colombo, plus connu sous le nom évidemment de Christophe Colomb, célèbre explorateur rendu à jamais immortel dans l'histoire pour avoir découvert le continent des Amériques. Le quatrième navire de la classe se nommera quant à lui Francesco Morosini, un célèbre marin qui deviendra le Doge de Venise, à savoir le chef militaire de la République, après avoir repoussé les Ottomans à de nombreuses reprises. Il fut plus tard récompensé de nombreux titres et honneurs, dont certains sont donnés aux plus grands hommes à titre posthume. Comme dit plus haut, la construction du Francesco Caracciolo devait débuter en 1914, le 16 octobre pour être plus précis pour l'unité de tête, tandis que les trois autres devaient voir leur construction débuter en 1915, le 3 mars pour le Marcantonio Colonna, le 14 pour le Cristoforo Colombo et le 27 juin 1915 pour le Francesco Morosini. Malheureusement, et comme pour de très nombreux cuirassés et croiseurs de bataille, la Première Guerre mondiale, qui allait débuter en 1914 et durer près de 4 ans, mettra un sacré coup d'arrêt à la construction de ces navires. Dans tous les cas, l'Italie entrera en guerre en avril 1915 et le Caracciolo avait déjà bien entamé sa construction.
Mais à ce moment, les priorités changent et l'amirauté choisira plutôt de mettre l'accent sur des unités plus petites qui serviraient à harceler la flotte austro-hongroise ainsi que de faire face aux Turcs. L'histoire nous prouvera d'ailleurs qu'aucun des cuirassés de la Méditerranée ne servira à grand chose. La raison principale, évidemment, était que les flottes d'Europe centrale ne disposaient que de très peu de grosses unités pour faire face à la flotte de l'Entente composée de la Regia Marina et de la Marine nationale. C'est en mars 1916 que la construction des 4 cuirassés sera donc suspendue. En plus du problème mentionné plus haut, l'Italie commençait à disposer d'une quantité moindre d'acier qui était évidemment plus utile ailleurs. Mais à ce moment, le Caracciolo pesait déjà 9000 tonnes, tandis que la coque du Colombo était complétée à 12,5%. Les deux autres cuirassés en revanche étaient bien loin de ce niveau. Mais un navire n'est pas uniquement composé d'une coque et d'autres éléments des cuirassés allaient être complétés, notamment l'armement. D'ailleurs, l'armement secondaire sera quelque peu modifié afin d'inclure plus de défense antiaérienne, tandis qu'une partie des canons seront modifiés afin d'être utilisés en usage double, pour déjà prévoir la future menace aérienne, une menace déjà prise très au sérieux par Di Revel. Comme le calibre du Super Dreadnought italien a été déjà prévu avant même la finalisation de la classe Caracciolo, le travail sur un canon de 381 mm avait déjà commencé avant 1913. Et c'est cette année-là justement que seront commandés 30 canons puis 10 nouveaux en 1914. De nombreux tests seront effectués entre 1913 et 1915. L'obus tiré pesait 885 kg et volait à 700 mètres par seconde. Lors des tests, la portée fut fixée à 19 800 mètres. Le canon pouvait tirer quant à lui un coup par minute. Je ne vais pas vous mentir, les résultats sont très en deçà de son équivalent anglais. Ce dernier volait de 750 à 800 mètres par seconde, tirait 2 coups par minute et avait une portée de presque 31 000 mètres. Dans tous les cas, comme ces canons ne pouvaient pas être utilisés sur les cuirassés en l'état, il sera décidé de les utiliser en tant que batterie terrestre. À cet usage, le canon pouvait monter un peu plus haut et étendre sa portée pratique à 27 300 mètres. Lors de la construction, une modification de design aura lieu qui verra les tourelles principales espacées les unes des autres, tandis que le blindage sous-marin sera quelque peu amélioré. L'expérience de la guerre avait montré qu'une faible protection sous-marine, que ce soit face aux torpilles ou aux obus, était un critique défaut pour tout grand navire, comme le prouvera la bataille du Jutland. En 1917, malgré un certain manque de matières premières, il sera décidé de garder le Caracciolo en l'état car la pénurie n'était pas suffisamment élevée pour justifier la démolition du futur navire amiral de la flotte, qui était quand même dans un état de construction relativement avancé. Sans même parler du fait que le design reste encore largement au niveau par rapport à ses pairs. Les 3 autres navires en revanche seront démolis un peu plus tard, sachant qu'ils n'étaient que très peu avancés et que dans tous les cas le matériel acheminé était utilisé autre part. En 1919, il sera donc décidé de reprendre la construction du navire, malgré un contexte assez compliqué. En effet, après la guerre, une vague de pacifisme aura lieu, ce qui paraît assez logique, rendant ce genre de projet assez mal vu. Pas seulement ça, mais l'amirauté tentait d'apprendre les leçons de la Première Guerre mondiale avant de voir ce qu'elle voulait faire. Pourquoi reprendre la construction alors? Eh bien la situation était encore très tendue dans les Balkans et comme je l'ai dit plus haut, le navire pèse déjà 9000 tonnes et l'Italie est en retard face à ses rivales en termes de super dreadnought. Finalement, ce sont 2 éléments qui scelleront le destin du Francesco Caracciolo. Tout d'abord, même si la construction avait repris en octobre 1919, il n'y avait que peu de ressources à allouer pour un tel navire, qu'elles soient humaines ou matérielles. En plus de cela, l'Italie était dans une situation budgétaire assez critique, et donc il sera rapidement conclu que le navire ne pouvait pas être complété comme il devait l'être. La même année, un nouveau projet allait donc voir le jour. Le grand classique cuirassé converti en porte-avions. De nombreux officiers étaient justement pour cette innovation, car ils voyaient le potentiel du porte-avions. Plusieurs designs seront donc créés, mais malheureusement le haut commandement italien ne savait pas comment bien reconstruire sa flotte. Certains voulaient continuer d'utiliser une flotte traditionnelle composée de cuirassés, d'autres voulaient une flotte composée de porte-avions et de navires plus légers, tandis qu'un dernier camp, celui de l'amiral Giovanni Secchi, voyait une flotte beaucoup plus équilibrée dont la force de frappe principale serait composée évidemment de cuirassés et de porte-avions. Malheureusement, les contraintes de budget et surtout une amirauté qui ne faisait absolument pas confiance aux porte-avions, ne les voyant que comme des navires auxiliaires, feront pencher la balance au détriment de l'amiral lui-même.
Ce dernier sera alors contraint, lors des discussions de budget pendant les années 20, d'annuler la création de la classe Francesco Caracciolo. Un dernier effort de vendre le cuirassé pour en faire un navire marchand sera réalisé, mais malheureusement, le travail nécessaire à la création d'un tel navire via la coque d'un cuirassé sera jugé beaucoup trop coûteux, et le Caracciolo sera donc mis au rencard, mais gardé toujours en bon état. Mais finalement, le navire n'aura absolument plus aucune utilité lorsque le traité de Washington sera signé en 1922. À ce moment, la Regia Marina attendra de trouver une entreprise pour le démolir, chose qui n'arrivera que fin 1926. Et c'est ainsi que prend fin l'histoire du Francesco Caracciolo et de la classe éponyme. Des navires avec du potentiel mais arrivés au mauvais moment. Tandis que la potentielle reconversion en porte-avions n'aura jamais lieu dû à un commandement trop stupide pour en distinguer la réelle utilité. Le super Dreadnought étant une victime parmi tant d'autres des politiques italiens. Mais il s'avère que peut-être un petit bout de Caracciolo a quand même fini sa carrière en tant que porte-aéronef. En effet, les machines du Cristoforo Colombo, dont la construction avait débuté, furent recyclées dans le transatlantique Roma, futur porte-avions Aquila, qui a déjà eu droit à sa propre vidéo. L'histoire du Francesco Caracciolo est peut-être terminée, mais il y a un autre détail que j'aimerais aborder avec vous. Et si il avait été complété avant 1922 ? C'est un sujet beaucoup plus intéressant qu'il n'y paraît car la présence d'un tel navire aurait changé la balance des forces dans la Méditerranée. La France, en réponse, aurait sans doute été autorisée à construire un voire deux classes Normandie, et donc disposer de deux super dreadnoughts avant la Seconde Guerre mondiale. Cela aurait changé de nombreuses choses pour la marine nationale. L'attaque de Mer el-Kébir aurait pu se passer bien différemment avec une flotte renforcée de 24 canons supplémentaires. Pas seulement ça, mais la marine aurait peut-être aussi eu un rôle plus important au début de la Seconde Guerre mondiale avec ses nouveaux cuirassés. J'aimerais sincèrement avoir vos avis sur la question, car cette dernière sera abordée en détail dans une prochaine vidéo. C'était Largosi, et je vous ai présenté le Francesco Caracciolo.